Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission et j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Rioux et nous allons aborder avec lui la puissance des rituels et grâce à son livre et son oracle, qui sont, publiés chez, Animae. Donc je salue, Julie Destouches qui nous a mis en relation et je vous montre directement, voilà, ce magnifique livre, La puissance des rituels et voilà comment, les rituels, vont s'inscrire dans le quotidien pour, nous permettre, petit à petit d'agrémenter notre vie. Déjà, comment allez-vous Arnaud? Et merci en tout cas de d'avoir accepté Moi, l'invitation. ça va plutôt très bien. Je trouve que cette période est contrairement à ce qu'on pourrait voir de l'extérieur, cette période est magnifique parce que c'est une période de transformation, parce que c'est une période de révélation, parce que c'est une période qui nous amène à nous retrouver dans notre centre, à nous retrouver en lien avec notre âme, en lien avec la dimension spirituelle. Donc même si c'est une période qui bouge beaucoup, moi je la trouve très, très, très intéressante et donc voilà, je l'incarne avec le plus de vitalité possible. Eh ben, c'est bien, c'est vraiment un bon état d'esprit et je pense que c'est un bel enseignement parce que je crois que c'est dans les moments où, tout vacille, où on vit, des périodes de troubles que là, on peut mettre en pratique, ce qu'on a appris et voir justement dans les cas pratiques si on est toujours aligné, quoi. C'est ça, c'est vraiment souvent quand on dit: «Comment ça va?» on peut répondre: «Bah, ça va bien» parce que les circonstances extérieures sont favorables, parce qu'on dit du bien de moi, parce que j'ai des choses qui fonctionnent, parce que j'ai des réussites et cetera et puis quand la météo est moins bonne, ça va moins bien mais le chaman et puis les rituels nous aident à ça aussi justement, à trouver une stabilité, une souveraineté aussi, une souveraineté émotionnelle, une souveraineté énergétique et si on veut être souverain, si on veut être en lien avec son pouvoir, eh ben, c'est important que les circonstances extérieures n'aient pas trop d'influence sur nous. Ça ne veut pas dire qu'elles en ont pas, parce que bien sûr elles en ont, et la période qu'on vit est très très inconfortable. On vit des défis très difficiles, écologiques, géopolitiques. Enfin, on vit beaucoup beaucoup de défis qui nous amènent à nous interroger, qui nous amènent à nous déstabiliser. Mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'être très très aligné, en lien avec nos valeurs, en lien avec ce qu'on veut vraiment. Et c'est tout le chemin de ma vie. C'est comment rester souverain même quand il y a la tempête. C'est pas sur un lac plat qu'on apprend à naviguer. C'est quand il y a une tempête justement. Et je crois qu'on parle souvent d'ancrage et Oui. hem et est-ce que finalement, les rituels dont on va parler un petit peu plus en détail ce soir, sont une manière de se rattacher à la matière et de nous permettre justement de moins vaciller parce qu'on est plus connecté au vrai, Bah, au réel? en essence, le rituel, il nous permet de faire le lien entre le monde visible et le monde invisible, entre le monde matériel et le monde spirituel, entre le monde, temporel et le monde éternel. Parce que nous, en tant qu'humains, on est exactement entre les 2. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension temporelle, hein, on est fait de corps, on est fait de matière, on est soumis, à la dualité, on est soumis au temps, on est soumis à l'âge qui grandit et cetera. Enfin, on est soumis à toute cette temporalité et en même temps, notre âme, elle aspire à autre chose. Elle aspire à l'éternité, elle aspire à la non-dualité, elle aspire à l'amour. Et les rituels, c'est vraiment le passage entre le monde temporel et le monde intemporel et le monde éternel. Parce que c'est toute la particularité des rituels, c'est que c'est à la fois, ça peut sembler complètement futile ou complètement, et en même temps, ça n'a jamais été aussi efficace parce qu'une vie sans rituel, c'est juste pas possible. On a besoin des rituels au quotidien pour donner du sens à notre vie, pour trouver notre place sur la terre. On a besoin de ces rituels, c'est indispensable. Oui, voilà, c'est ce que vous dites en fait, dans votre livre. En fait, les rituels sont présents partout, Ouais. dans toutes les strates et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'on ritualise tant que ça parce que, ça, c'est un sujet aussi qu'on va aborder, c'est la notion, de rituel et de religion. Mais Ouais. au-delà de la religion, en fait, comme vous dites, on a énormément de rituels, enterrer nos morts, le mariage, et puis même dans certaines phrases, en fait, des fois, on va faire des formes d'injonction sans s'en rendre compte. Bien sûr. Voilà et donc c'est vrai qu'en fait, on ritualise beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire.
On ritualise et surtout on a besoin de ritualiser. C'est ce qui fait que dans toutes les sociétés humaines, depuis le Paléolithique, on trouve des traces de rituels. On trouve les premiers rituels, c'est probablement les rituels funéraires. C'est les plus anciens, puisqu'on a trouvé des traces de rituels funéraires qui ont plus de 80 000 ans. On a trouvé des différents pollens dans des sépultures, donc ce qui indique que les anciens, les premiers hommes, quand il y avait un passage dans l'autre monde, bah, ils célébraient. Et ça serait de toute façon impossible si on imaginait aujourd'hui perdre un proche, un cousin, un oncle, un mari, un enfant, et se dire bon bah il est mort, donc il est mort, on va le mettre dans la poubelle et puis on passe à autre chose. C'est juste impossible. Aucune société, même animale, ne fonctionne comme ça. Même alors pas tous les animaux, mais certains animaux, les éléphants, les baleines, les dauphins, les corbeaux, ont des rituels funéraires. Quand ils perdent un des leurs, il y a une espèce de respect, respect du plus grand, respect du sacré, respect de la vie tout simplement. Et donc on a besoin nous de ritualiser. Si on ritualise pas notre dimension temporelle, l'incarnation devient juste, on est quoi? On est juste des consommateurs. Et donc on a besoin de ritualiser les morts bien sûr, mais les naissances, les mariages. Si on se marie avec quelqu'un, c'est un moment important dans la vie, et à ce moment-là, on va avoir besoin de le célébrer, de le sacraliser. Donc ça peut passer par un rituel qui soit un rituel religieux. On va aller à l'église, on va aller, mais même si on ne va pas à l'église, on va avoir quand même besoin d'honorer le fait qu'il y a une union. Et donc, on a besoin d'honorer l'union, on a besoin d'honorer le départ, on a besoin d'honorer l'arrivée, on a besoin d'honorer les étapes de notre vie, le passage de l'enfance à l'adolescence, où il y a beaucoup de rituels, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, et puis même des rituels laïques qui sont très simples, de trinquer, c'est un rituel, de Oui. couper le cordon, de poser la première pierre sur un bâtiment et d'avoir une cérémonie pour que le personnage officiel, le maire ou le député, pose la première pierre. C'est un rituel, il ne le fait pas mieux qu'un maçon, mais il apporte une dimension qui soit à la fois sacrée, mais aussi collective, parce que le rituel, il crée du lien social, il crée du lien entre chacun pour réaliser une minute de silence. Il y a un attentat, on va allumer des bougies sur la fenêtre. Tout ça, c'est des rituels. Il y a énormément de rituels qui ont été souvent l'apanage ou la propriété des religions, mais il y a beaucoup de rituels au quotidien, quand on vit ces rituels, on est quand même bien plus incarné en tant qu'humain. Et quand on entend rituel aussi, on entend la personne qui officie, ces rituels. Là, vous parliez justement des fonctions publiques. Comment, finalement, on peut s'arroguer le droit, d'officier un rituel? Alors pour soi-même, c'est une chose, mais pour les autres, j'avais une émission justement hier où je parlais du chamanisme et Ouais. ça rejoint un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chamans autoproclamés, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'officiants autoproclamés et est-ce que tout le monde a la légitimité de le faire? Tout le monde a la légitimité de le faire, tout le monde a la légitimité de faire des rituels. Plus on y croit, les rituels sont engrammés dans notre vie, plus les rituels vont avoir du pouvoir. Mais depuis la nuit des temps, si on remonte et sur les 5 continents, les rituels ont été pratiqués partout, bien avant l'arrivée des religions monothéistes. Les rituels étaient pratiqués partout et étaient pratiqués aussi au sein des familles. Même chez nous, comment dire, on célébrait les solstices, on célébrait les équinoxes, on célébrait la nouvelle année, on célébrait la nouvelle lune, la pleine lune. Donc avec certains qui vont être plus attentifs à certains rituels plus qu'à d'autres, on ritualisait les moissons, on ritualisait les semailles, les récoltes, on ritualisait les fins de cycle, les débuts de cycle. Donc on a ça dans le sang, quoi. On a besoin des rituels. Et il y a un moment donné où différentes sociétés, différentes civilisations, que ce soit les chamans, que ce soit les druides, et plus tard que ça soit les religions, que ce soit toutes les religions, hein, l'islam, le judaïsme, le catholicisme, le bouddhisme, les rituels ont vraiment pris beaucoup plus de place pour établir des liens toujours entre la terre et le ciel, entre le monde visible et l'invisible. Et c'est ce qui fait que pendant plusieurs siècles, on a remis quelque part le pouvoir des rituels, le pouvoir des officiants aux prêtres, aux lamas, aux druides, et petit à petit, on s'est dépossédé de ces rituels. Et donc, par là même, on a perdu notre pouvoir. Parce que dès lors qu'on attribue à l'autre le pouvoir
de sacraliser, le pouvoir de baptiser, le pouvoir de pardonner, le pouvoir de réparer, de guérir, ben nous, on perd le nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ces intermédiaires. Plus un être est connecté, quelqu'un prêtre qui officie des baptêmes toute sa vie va peut-être être plus en lien avec le sens du rituel, la profondeur du rituel. Pour autant, on peut tous donner le baptême. Même l'Église reconnaît que Oui. n'importe qui peut donner le baptême. Alors et pour ça, il suffit, alors selon l'Église, juste d'être baptisé pour donner le baptême, mais on peut nous-mêmes donner le baptême à nos enfants ou à d'autres, comme on peut. Alors on peut pas célébrer un mariage, ça n'aura pas de valeur si on célèbre un mariage en se disant on a été marié par tel chaman, ça n'a pas de valeur légale ou temporelle, mais ça peut avoir, il y a beaucoup on peut demander à un témoin de célébrer un mariage, on peut demander à un ami, à un parent, à un proche, ou à quelqu'un qui a une dimension spirituelle de célébrer un mariage ou de célébrer un rituel d'union ou de séparation, ou d'arrivée dans un lieu, de sortie d'un lieu. Et moi, je suis dans mon parcours et dans mon chemin, j'encourage toujours chacun à retrouver son pouvoir. C'est un thème qui me Eh tient oui. vraiment à cœur, comment on peut incarner son pouvoir. Et l'une des façons d'incarner son pouvoir, c'est de s'autoriser soi-même à officier des rituels. Et ça nous demande nous-mêmes d'y croire ou de s'aventurer dans ce lien subtil entre le monde visible et le monde invisible. Et plus on le fait, plus naturellement on peut faire des rituels et on peut tous faire ces rituels. Et plus on les fait, moins on laisse le pouvoir à d'autres. Et ouais, c'est vrai qu'on vit dans une période où on est très assisté et finalement on s'en remet à une autorité tout le temps, que ça soit étatique, sur notre santé, sur, les décisions à prendre, pour nous, notre famille et même, maintenant, avec les intelligences artificielles, on s'en remet encore à une autorité qui répond à nos problématiques. Il y a autre chose qui vient en parallèle de ça, c'est la perte quelque part du sacré Oui, dans nos vies. Si je prends le deuil, par exemple, si on regarde sur les 50 dernières années, les périodes de deuil, donc d'accompagnement des personnes en fin de vie, d'accompagnement des défunts, perd toute sa dimension sacrée. Les cérémonies funéraires sont de plus en plus courtes. Avant, il y avait, voilà, quand on perdait un proche, comment dire, on avait le rituel de la veillée qui durait des fois plusieurs jours. En Bretagne, moi je me souviens, il y avait vraiment ces maisons, quand il y avait quelqu'un qui était oui, parti, décoré avec du crêpe noir, où on veillait nos anciens. C'était un rituel. Aujourd'hui, c'est non seulement de plus en plus dédié, de plus en plus transmis à des officiants qui vont faire pour nous, mais surtout c'est de plus en plus court. Et donc les rituels, aujourd'hui, un enterrement, ça dure 15 minutes, quoi. C'est vite fait. Et de la même façon, comme on est dans une société de plus en plus matérialiste, eh ben, on perd les rituels. Là, voilà, on va rentrer dans l'hiver, il y a des rituels importants à faire. oui. 21 décembre, c'est des rituels importants, c'est le rituel de l'équinoxe. Chez les druides, c'est You, c'est Samin, c'est tous ces rituels-là qui sont hyper importants pour nous permettre de sentir que dans ce temps temporel, on est dans une éternité. Donc on va, par exemple, célébrer et ritualiser les passages de saison. C'est hyper important. Quand on rentre dans le solstice ou dans l'équinoxe, c'est-à-dire dans le passage dans l'été ou dans le passage dans l'hiver, il y a quelque chose qui change en nous. On a moins de lumière à l'extérieur, on a besoin d'aller chercher la Oui. lumière à l'intérieur. Et donc ça, si on ne le ritualise pas, on le banalise et ça finit par ne plus exister. Et quand on est coupé des rituels, c'est là qu'on se retrouve avec des hommes et des femmes qui cherchent du sens à leur vie, qui manquent de sens à leur vie, qui manquent de lien avec l'âme. Et c'est comme ça qu'on va mal. Hein. Vous me posez la question comment je vais. Et oui. Ben, je vais bien parce que je fais des rituels régulièrement, même quand il y a des événements douloureux. Ben, je vais faire en sorte de faire un rituel pour en extraire la saveur, l'enseignement, les ressources. Et donc, la vie, notre incarnation sur la Terre, elle n'est pas toujours lumineuse. On vit des choses magnifiques, mais on vit de toute façon des rencontres et des séparations, des victoires et des défaites, des succès et des critiques, des moments de santé, des moments de pas santé. On vit tout ça. Et c'est de toute façon notre, la nature de notre incarnation sur la Terre. On est là pour vivre ces expériences. Et si on ne ritualise pas ces expériences, on va passer à côté et on va simplement mettre en exergue le fait qu'il y a moins de confort que Ouais.
voilà, on veut retrouver comme c'était avant. Non, on peut pas retrouver comme c'était avant. On vit dans un cycle, donc ça peut jamais être comme c'était avant. Un enfant, un adolescent peut pas retrouver son enfance. Un adulte peut pas retrouver son enfance. On est passé à autre chose. Donc, on est dans le mouvement en permanence. Et le rituel accompagne le mouvement aussi. Le rituel, c'est quelque chose de très dynamique. Alors, je vais lire un court extrait de votre livre et on va le commenter ensemble. Dans un monde tellement matérialiste, le rituel apparaît comme un phénomène à part, un mystère, une porte d'accès à une autre dimension, bien plus poétique. Nous avons passé notre scolarité à résoudre des équations, des interrogations, des problèmes. Nous continuons, une fois adultes, à chercher des solutions aux problèmes que nous créons. Problèmes de santé, de couple, d'argent, problèmes au bureau, problèmes avec sa voiture, son tuyau d'arrosage, sa cafetière, problèmes relationnels, existentiels, problèmes avec le petit dernier, avec le voisin, problèmes juridiques, de dents, etc. Notre vie est donc ponctuée par des problèmes auxquels nous cherchons des solutions. Mmh. Euh, et je trouve ça intéressant, justement, cette notion de problème. On est tout le temps dans la résolution des problèmes dans notre société. Ça illustre toujours la dimension hyper matérialiste de notre civilisation, qui fait que quand on a un problème, tous les problèmes que vous avez cités de mon livre, problème de santé, problème, on va se dire c'est un problème, il faut une solution. Là où le chaman, ou même pas seulement le chaman, mais dès qu'on est ouvert à une dimension spirituelle, il y a une situation. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation? Comment on peut se transformer dans cette situation plutôt que de vouloir résoudre le problème pour refaire comme si c'était. Moi, je répète souvent que j'ai aucun problème dans ma vie parce que ça veut pas dire que j'ai pas des difficultés, que j'ai pas des obstacles, que j'ai pas. Je suis comme chacun. Je suis confronté à la dualité, à un corps qui vieillit, à tout ça. Mais je ne raisonne pas en termes de problème-solution. Donc, quand il y a un obstacle, je me dis, OK, qu'est-ce que cette situation? Il y a une situation, le mental en fait un problème. Moi, je préfère dire, il y a une situation, qu'est-ce que mon âme peut apprendre, qu'est-ce que ma personnalité peut apprendre de cette situation, même si elle est inconfortable. Et à ce moment-là, eh ben, non seulement on va toujours développer des nouvelles ressources, mais on va être de plus en plus serein, de plus en plus stable et de plus en plus quotidiennement en lien avec la dimension sacrée. Et quand on est en lien avec la dimension sacrée, ben, ça peut s'agiter à l'extérieur, mais voilà, si ça s'agite et qu'on n'a pas de stabilité à l'intérieur, moi je trouve que la période qu'on vit aujourd'hui, elle est juste, c'est insupportable. Si on n'a pas de spiritualité aujourd'hui, je sais pas comment on fait pour trouver l'énergie de se lever le matin en se disant, bah voilà, je vais contribuer à quoi? À résoudre des problèmes. C'est terrible, quoi. Pour moi, c'est une vie aujourd'hui sans spiritualité. Et je dis aujourd'hui, hein, 2026, c'est terrible. Il y a encore 50 ans, on était beaucoup plus coupé de ça. Quand on avait 20 ans, on rêvait d'avoir une belle voiture, ou on rêvait de... Voilà, aujourd'hui, ça fait plus rêver personne, parce que dès qu'on dit belle voiture, on se dit, ça y est, ça veut dire encore plus d'hydrocarbures, encore plus de Mmh. pollution, encore plus de... Donc on est obligé aujourd'hui d'avoir une dimension spirituelle, et c'est ce qu'on vit. On est rentré dans l'ère du Verseau, qui est une ère de transformation, qui est une ère qui arrête de penser en termes problème-solution que je vais résoudre avec la tête, pour se dire on est des humains incarnés, hein, on est des âmes incarnées, et on a à chaque fois l'opportunité de grandir, l'opportunité de comprendre et l'opportunité de s'épanouir en conscience et en amour. Vous parlez de changement d'époque et c'est vrai qu'il y a énormément de religions ou de spiritualité plutôt qui ont eu une rupture en Ouais. termes de rituels et de connaissances. Et il y a beaucoup de mouvements de néo-rituels, notamment le néo-chamanisme. Bon, on est bien d'accord que le néo-chamanisme, enfin, notamment le néo-druidisme, par exemple, bon, ben, on n'a pas eu de transmission des druides, par exemple. Comment on fait justement pour pas s'inventer des rituels, ou est-ce que finalement, est-ce que c'est grave de les inventer? Non, puisqu'on a passé notre vie à inventer des rituels. Et nos ancêtres inventaient des rituels, comme en observant le monde. Quand on observe que la Lune est pleine, bah, on réalise qu'il se passe quelque chose dans notre métabolisme, qu'il se passe quelque chose sur les marées, qu'il se passe quelque chose sur les naissances. Et donc, parce qu'on a observé la Lune, on va
inventer le rituel qui correspond à ça. Donc on a toujours inventé des rituels, même dans des situations nouvelles. Et aujourd'hui, si on parle de néo-chamanisme, il faut parler de chamanisme. Et le chamanisme a toujours, moi je parle pas tellement de néo-chamanisme, parce que le chamanisme a toujours été en évolution, de toute façon. Et le chamanisme doit s'adapter à son temps. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, quand on se dit, bah oui, mais les chamans ne vivent plus, non, plus personne ne vit. J'étais au Kenya il y a 15 jours avec les Maasai. Les Maasai ne vivent plus aujourd'hui, même les plus anciens ne vivent plus comme leurs ancêtres Mmh. il y a Mmh. longtemps. C'est-à-dire que tout le monde a un portable, tout le monde a Internet. Et quand je rencontrais un Maasai, au bout d'un quart d'heure, il me demandait ma page Instagram. Donc, c'est important de pas, comment dire, idéaliser, fantasmer sur la. Et pourtant, moi, je dis ça, je suis en lien avec la sagesse des peuples premiers depuis 30 ans. Je vais les visiter, que ce soit en Afrique, en Mongolie, en Asie, enfin partout. Je passe mon temps à établir des liens. Mais je vois bien que de toute façon, c'est pas seulement le chamanisme, c'est l'humanité qui bouge et les êtres, les tribus, les clans qui vivaient d'une certaine façon il y a 50 ans, pour moi, il y a eu, on parle de peuple premier, de peuple racine, mais il y a eu plus de différences entre les années 1080 et les années 2020 que entre le 15e Mmh. siècle et les années 80. Parce que Mmh. la vie d'un chaman en Amazonie ou en Afrique ou en Mongolie en 1720 et en 1980, bien sûr, il y a eu des changements, mais pas tant que ça. Par contre, entre 80 et 2020, là, il y a eu des changements qui ont été partout, parce qu'on était aussi beaucoup plus isolés. C'est-à-dire qu'il y a même 100 ans, personne n'aurait pu avoir une connaissance de la sagesse des peuples premiers, les chakras n'étaient pas enseignés, la méditation telle que on la pratique en Asie, chez les bouddhistes, au Tibet, en Inde, on n'avait aucune connaissance, les chakras, les auras, toute cette dimension invisible, on était coupé de ça. Notre dimension spirituelle à nous, c'était soit l'Église, soit les druides, les guérisseurs, mais Ouais. aujourd'hui, en 2026, on a accès aussi bien à la sagesse des Maoris, à la sagesse des Maasai, à la sagesse des chamans mongols, des moines, des lamas bouddhistes, avec beaucoup de liens entre la science et la conscience, entre, voilà, on peut étudier la méditation aujourd'hui à la lueur de la physique quantique ou des neurosciences et réaliser de façon très scientifique l'impact de la méditation sur le quotidien. Donc, on aide, c'est pour ça que la période, je la trouve vraiment intéressante, parce que on, même nous, on est l'humain de 2026 n'a rien à voir avec l'humain de 1980, même son cerveau. Son cerveau, on le met, on va reconnaître physiquement un cerveau parce que c'est plus les mêmes zones qui sont sollicitées. On a des nouvelles zones dans le cortex préfrontal, par exemple, qu'on appelle les zones pop-up, qui sont parce que voilà, on est habitué à être distrait, à avoir une attention qui est beaucoup plus courte. Ça pose bien sûr des soucis pour la nouvelle génération. Donc à chaque fois, il y a rien qui n'est ni bien ni mal. On a par exemple l'intelligence artificielle qui est arrivée plus vite que le temps de concevoir ça. Donc c'est ni bien ni mal. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui va traverser la France avec une carte en papier en se disant je suis sur la départementale 340. Non, on branche Map, on branche Waze et puis voilà, c'est pas négatif. Moi, je suis très content d'avoir Waze dans ma voiture pour aller d'un point à un autre. Voilà, c'est rare que je sorte une carte routière. Euh, donc voilà, et quand je cherche une information, je suis bien content d'avoir Internet, c'est bien aussi. Pour l'instant, je suis encore un peu réticent à l'intelligence artificielle, je ne suis pas trop intéressé, c'est pas ce qui me passionne, parce que je vois que comment dire, le delta bénéfice-risque, on parle de ça. Donc Ouais. oui, il y a bien sûr un bénéfice très très important qui nous permet, je sais pas, en médecine par exemple, d'avoir accès à des diagnostics très très vite, dans des analyses géopolitiques, on peut avoir des analyses très très vite, mais ça fragilise aussi notre intelligence humaine, et c'est pour ça que je n'ai pas du tout la certitude que les humains de 2050 seront plus intelligents que les humains de 2020. Je dirais même plutôt, ils risquent d'être plus faibles en termes de clarté de l'esprit, de capacité à se concentrer, à analyser des sujets complexes. Parce qu'aujourd'hui, avec toute cette technologie, par exemple, qui est intégrée
dans des prophéties amérindiennes ou incas ou mayas qui ont des fois 5 ou 6 siècles, où on parle dans les années 2020 de l'essor d'une forme de technologie, d'une intelligence artificielle qui va contribuer quelque part à notre perte, ou en tout Oui. cas, moi j'hésite pas à dire que c'est la fin de l'Homo sapiens, et c'est le début d'une nouvelle génération qu'on peut appeler les humains augmentés. Voilà, parce qu'on est aujourd'hui, on est naïté avec un portable au bout de la main, avec même un physique qui peut être augmenté. Aujourd'hui, si quelqu'un qui fait Parkinson ou Alzheimer, on peut lui rajouter de la mémoire, et tant qu'à faire, mieux vaut lui rajouter 10 barrettes de mémoire qu'une seule. Quelqu'un qui perd un œil, on peut lui rajouter un œil bionique qui voit la nuit. Et là, on n'est que au tout début de quelque chose qui, dans 10 ans, sera complètement intégré. Donc on sait qu'aujourd'hui, voilà, il existe, on avait dans les moyens de paiement, par exemple, on payait au début avec des haricots et des coquillages, après avec des billets, après avec une carte, maintenant avec des moyens dématérialisés, et demain, on n'aura même plus besoin de portable. Il suffira d'une puce, d'une reconnaissance pour jongler avec des choses. Donc, c'est une façon d'être augmenté. La question, c'est si jamais il n'y a plus la technologie, si jamais il y a une coupure de courant ou une coupure technique, enfin, je suis pas technicien, mais que d'un seul coup, tout ça ne marche plus, ah là, on est bien bien embêté, comme on peut être embêté aujourd'hui s'il n'y a plus Waze et pour se circuler dans le truc, tout le monde est perdu, plus personne ne sait où aller. Donc si on imagine ça, sachant que là, on est peut-être au niveau 1 et qu'il y a un niveau 100, dans 20 ans, on sera au niveau 60 ou 80, là, s'il y a une panne technologique, il y aura une partie des humains qui seront complètement paumés et d'autres qui auront gardé une meilleure relation à la Terre, une meilleure relation à notre humanité, qui seront capables de reconnaître les champignons dans les forêts, qui seront capables de se repérer, qui seront capables de reconnaître les plantes médecines, de savoir comment faire pousser des légumes, bah, ceux-là pourront peut-être s'en sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va créer comme deux générations. Hein, et de la même façon que nous, il y a eu la transmission au passage au néolithique, on a eu entre Néandertal et l'Homo sapiens, il n'y a pas eu une cassure, il y a eu un moment où les deux générations ont vécu ensemble avec des mix, etc. Et là, c'est ce qu'on vit, sachant que technologiquement, moi, je n'ai même pas l'imagination d'imaginer ce que ça sera dans 20 ans. Quand j'étais gamin, avec mes frères et sœurs, on rigolait en se disant, ah, quand on sera adulte, on aura, par exemple, des téléphones sans fil et on pourra se voir dedans. Mais là, on se disait, non, ça sera pas possible parce qu'on a deux. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, on demande à l'intelligence artificielle d'écrire un livre, il va prendre 5 secondes. C'est tout ça pour gagner du temps, donc pour nous couper de cette vitalité aujourd'hui. Et ça, c'est particulier la période qu'on vit, c'est vraiment particulier. Hem, il y a comme, autour de nous une forme de champ, un champ, symbolique, psychique, énergétique. Est-ce que ce champ, selon vous, est en train de se transformer avec cette époque, avec cette période? Et est-ce que ça a un impact justement sur, les connexions, au C'est monde, clair, subtil? hein. C'est important de rappeler, et là, il n'y a pas besoin d'être chaman, il suffit d'être physicien pour le rappeler, qu'avant d'être un corps avec un estomac, des poumons, un cœur, de la matière et des os, on est avant tout de l'énergie. Un atome, c'est de Mmh. l'énergie qui tourne autour d'un noyau, et l'énergie, c'est de l'information. Donc on est constitué nous-mêmes avant tout d'énergie. Bon, on n'a pas, on peut pas le voir comme ça, même s'il y a certains appareils maintenant qui peuvent voir l'aura, qui peuvent en un scan voir notre réalité énergétique. Il y a beaucoup d'appareils aux États-Unis, les Américains, les Suisses, les Hollandais sont très très en avance, un peu plus que nous, mais voilà, on va pouvoir le voir, même si on sait que les physiciens nous le montrent, qu'on est avant tout et on est avant tout énergie. On sait que le passé, le futur, ce ne sont que des représentations, mais ça n'existe pas dans l'absolu, Ouais. et que nous sommes nous-mêmes un champ électromagnétique. La physique quantique a montré, par exemple, que la pensée avait une influence sur la matière, que la pensée avait une influence sur l'ADN, et donc
par la force de la pensée, par la force de ce qu'on vibre, on va changer notre champ gravitationnel autour de nous, notre champ énergétique. On passe notre temps à le changer. Et ça, on s'en rend compte simplement quand on est, je sais pas, quand on est bien luné, quand on est dans une belle énergie. Naturellement, nos journées n'ont rien à voir. On attire à nous des circonstances, des synchronicités, des opportunités qu'on ne pouvait pas imaginer, calquer, etc. Et quand on est dépressif, quand on fait la gueule, quand on est un peu sombre, alors on se prend des tuiles sur la tête, on apprend des mauvaises nouvelles. C'est juste qu'on vibre, et on vibre comme ça individuellement, mais quand 10 personnes sont ensemble, et ça, la force de la prière, par exemple, ça a été montré scientifiquement que quand 100 personnes, c'est cet ingénieur de Boeing, son nom m'échappe, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais qui a créé ce qu'on appelle le générateur aléatoire de hasard, et donc qui a pu voir que quand il y a 100 personnes qui se concentrent sur une suite de chiffres, il y a 75% de plus de chances que cette suite sorte. Quand on a des chiffres qui sortent comme ça par hasard, Mmh. voilà, donc ça, c'est prouvé, et il a posé d'ailleurs un peu partout sur la planète ces générateurs aléatoires de hasard pour voir comment les incidents avaient de la répercussion sur nous, mais on a pu voir, puisqu'il en avait posé une sous le pont de l'Alma, il en avait posé une à New York, et on a pu voir que 1 heure avant que y ait les attentats du 11 septembre, 1 heure avant qu'il y ait l'accident de Lady Diana sous le pont de l'Alma, qu'il y avait déjà une répercussion au niveau mathématique sur une suite de chiffres Waouh. mathématiques. Et donc qui montrait qu'il y avait une espèce d'agitation énergétique qu'on pouvait calculer, mesurer. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement que oui, il y a un champ gravitationnel. Les chamans ou les anciens parlaient de l'akasha, des mémoires akashiques, qui sont toutes ces Oui. mémoires c'est la mémoire des lieux, c'est la mémoire des pays, c'est la mémoire, et on le voit quand on rentre dans là, je vais visiter une maison pour acheter pour des amis, etc. Et puis je vais visiter 3, 4 maisons, et c'est génial. Il y a une maison dans laquelle je suis allé, j'avais envie de prier, je me sentais bien, Mmh. et donc ils m'ont dit, bah oui, c'était avant, il y avait un prieuré qui était là, cérémonial. Mmh. Ah, ok, puis une autre, où là, je me sentais complètement oppressé. Je dis oui, bon, voilà, ils vendent parce que le propriétaire s'est suicidé, hein. Voilà, c'est l'information que je n'avais pas, mais auquel mon corps réagit tout de suite. Et ça, quand on pose la question au grand public, on se rend compte que 2 personnes sur 3 sentent ça. Quand ils rentrent dans Eh oui. une, ils vont sentir ça. Les animaux eux-mêmes le sentent. N'importe Oui. quel chat ou chien va sentir 10 minutes avant qu'il y ait une crise, il va le sentir, il va se tirer. Combien on a vu au moment des tsunamis d'éléphants Mmh. qui chez leur chaîne pour partir à l'endroit même où il n'y aurait pas. Donc tous les animaux ressentent, et nous, on a besoin d'apprendre à ressentir aussi, là, comme on le faisait, comme on a pu le faire avant que la technologie nous envahisse. Le sacré, comment ça pourrait se traduire dans ce champ, dans cette information? Parce qu'on y voit quelque chose d'un petit peu romantique, enfin, presque un peu religieux, mais est-ce que le sacré, finalement, c'est scientifique aussi et ça se démontre? L'amour même, ça se démontre, hein, Ouais. l'amour, puisque l'amour, c'est on sait que tout naît de l'amour. S'il n'y a pas cette énergie d'amour, je parle pas de l'amour, je t'aime passionnel, Mmh. l'énergie Mmh d'amour, mh. l'énergie d'expansion, on va dire ça comme ça. Oui, l'amour agapé, on peut dire, ouais. Voilà, Mmh. quand on est dans cette dimension-là, c'est là que la vie a lieu, c'est là qu'on peut avoir des enfants, c'est là que l'amour du printemps avec les fleurs et les abeilles Mmh. qui vont polliniser, c'est une énergie de création. L'amour est une Oui, énergie de création, non oui, duel, c'est-à-dire que le pommier, il donne ses pommes, qu'on en fasse de la tarte ou qu'on en fasse des compotes, le pommier, il s'en fout, c'est pas ça la question. Lui, il offre parce qu'il est dans une dimension de don, dans une dimension de rayonnement. Et nous-mêmes, on peut être dans cette dimension de rayonnement. C'est ça le sacré, c'est être conscient de l'essence divine. Quand je dis divine, ça n'a rien de religieux. Mettez un oui, autre mot si le mot vous ouais. gêne, relié au grand tout, relié à la source, appelez ça comme vous voulez. Mais on est par moments dans des moments d'extase, dans des moments euh, d'épiphanie pour lequel on va sentir qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous habite et qui nous traverse. Et quand on sent ça, on est dans le sacré. Voilà. Donc il n'y a pas Oui. besoin d'être bouddhiste ou d'être chrétien. On a tous accès à ça. C'est simplement être conscient qu'il y a quelque chose de plus grand
nous, que notre simple mental qui analyse, qui veut mettre dans des cases uniquement à partir de ce qu'il connaît, de ce qu'il a expérimenté, et donc qui est coupé de quelque chose de beaucoup plus grand. Et la beauté, c'est que notre essence, elle est sacrée, notre essence, elle est divine. Et ça, toutes les religions le disent. Hein, Oui. le bouddhiste nous invite à découvrir notre véritable nature, les hindouistes nous invitent à découvrir l'Atman, l'âme divine en nous, les Mmh. chrétiens à découvrir le Père, le Fils, le Saint-Esprit en nous, Dieu en nous. Donc, toutes les spiritualités du monde nous rappellent que notre essence est divine, notre essence est sacrée, mais comme on l'a oublié, notamment par l'absence des rituels et par l'absence de célébrer quelque chose de plus grand, eh ben, on vit une vie étriquée, rapetissée. Et en ce moment, quand on est dans cette vie étriquée et rapetissée, c'est par rapport à la crise qui pour moi n'est pas une crise, c'est un effondrement de civilisation. Si on n'est pas relié à cette dimension-là, vraiment c'est terrible, c'est terrible. Et quand, pour moi, le rituel, des fois, a une mauvaise pub parce qu'on l'associe au pouvoir. Ouais, Et je sais que pour vous, c'est important de faire la différence entre la puissance et le pouvoir, mais malgré tout, on peut pas nier qu'il y a certains rituels qui peuvent être utilisés avec de mauvaises intentions dans, l'intérêt d'avoir justement plus de pouvoir ou de dominer. bien Et sûr. hem, donc on se retrouve, on a eu un petit souci technique, mais on continue avec, un changement de caméra pour Arnaud. Donc on était en train de parler de la puissance et du pouvoir justement par rapport au rituel. Voilà, et c'est au moment où où j'ai parlé de la puissance de l'Église que ça a coupé ma caméra. Mais voilà, bonjour à mes amis prêtres et moines, mais bien sûr qu'il y a une notion de pouvoir, et c'est ce qui fait que, alors que chacun était beaucoup plus en lien avec son pouvoir avant l'arrivée de l'Église catholique, il y a eu une forme de prise de pouvoir, et c'est vrai que ça peut être tentant à partir du moment où il y a un pouvoir éternel qui fait que quand l'Église a eu le pouvoir de baptiser, de communier ou d'excommunier, et de vendre les lettres de passage, etc., il y a eu une forme de prise de pouvoir, bien sûr, animée par la peur aussi, avec beaucoup de peur. Et aujourd'hui, si on regarde cette notion du pouvoir, et en faisant le lien avec les rituels, qui aujourd'hui a le pouvoir des rituels? C'est l'Église, c'est toute la dimension des religions, mais pas que. C'est aussi toutes les sectes, c'est aussi la franc-maçonnerie, mais c'est aussi la mafia, la Cosa Nostra. C'est plein de rituels. La mafia, Oui, oui. c'est plein de rituels. On va un rituel d'ordonnée, un rituel de silence, un rituel d'engagement, un rituel pour marquer, et c'est une façon de prendre le pouvoir, les rituels. La franc-maçonnerie, par exemple, ça ne fonctionne que sur des rituels qui sont, et c'est là où c'est très particulier, c'est soit les rituels, parce que, et la prise de pouvoir commence là, pour moi. C'est-à-dire que soit le rituel est expliqué à chacun et partagé avec chacun. Donc là, il n'y a pas de prise de pouvoir. Si Non. par exemple je dis, attendez, Sydney, je vais faire quelque chose, hein, tchac tchac, je vais mettre tchac tchac, je vais faire ça, ok, tchac, je vais allumer une bougie, je vais vous demander de mettre les mains comme ça, ok, on peut continuer. Vous allez me dire, mais attends, qu'est-ce que vous avez fait là? C'est un Ouais, rituel, c'est un ouais, rituel. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est un rituel pour renforcer la beauté de cette interview. Il va y avoir mmh, un malaise, vous allez me dire: «J'ai pas ouais, compris ce que vous avez fait». Ben non, je ne vous l'ai pas ouais, expliqué. Si ouais. maintenant je dis: «Voilà, on va allumer une bougie si vous êtes d'accord, parce que moi ça me permet de relier avec mon âme et avec une dimension spirituelle. Donc si vous voulez, vous pouvez allumer une bougie, comme ça on peut dire que nos flammes vont se réchauffer». Là, c'est un rituel partagé, donc il y a pas de prise de pouvoir. Mais si je n'explique pas le rituel, il y a une prise de pouvoir, et c'est ce qui Mmh. fait que dans beaucoup de traditions, on n'explique pas le rituel, et il faut être initié pour donner le rituel. Donc ça peut aller très loin, notamment, c'est pour ça que l'excommunication, c'était un rituel terrible. Les lettres, etc., d'adoubement sont des formes de prise de pouvoir. Donc le rituel, quand il n'est pas expliqué, partagé, et qu'on permet à chacun de le reproduire chez lui, il y a une prise de pouvoir, quelle qu'elle soit. Et puis vous pourriez aussi me dire une chose et en faire une autre aussi, parce que vous Alors pouvez ça, c'est aussi, là, c'est la malhonnêteté, hein, c'est la malhonnêteté, c'est-à-dire que je vais, je sais pas, je veux dire, voilà, si vous voulez bien, on va prendre chacun une mèche de cheveux, on va la ouais, ouais, couper, on va la mettre dans une pochette qu'on va enterrer.
Ouais, mais ça, je suis pas sûr que vous ayez envie de le faire, si vous ne connaissez pas tous les pendants et aboutissements. Donc Ouais. ça va nous demander d'adhérer au rituel, d'avoir expérimenté par nous-mêmes et d'être d'accord pour pratiquer le rituel. Là, il y a pas de prise de pouvoir. Mais si jamais il y a pas une explication et une mise, d'égal à égal en disant: «Il y a ce rituel, on peut le faire et puis vous pouvez le faire chez vous si vous voulez, tiens, Mmh. tenez, une mèche de cheveux». Là, ça va, on est dans un rituel partagé. Mais c'est toute la différence. Si le rituel est partagé, s'il est expliqué et s'il est validé, il n'y a pas de prise de pouvoir. Et quand on parle des sectes, des gourous, bien évidemment que les gourous et les sectes sont pleins de rituels, bah, c'est vraiment important de distinguer qu'est-ce qui distingue un rituel, comment dire, je cherche le mot, qui soit bienveillant, enfin qui soit Mmh. éthique, qui soit Aligné, harmonieux, ouais, ouais. voilà, qui soit lumineux, éthique et un rituel qui soit une prise de pouvoir, bah, c'est ça. C'est l'explication du rituel, la possibilité pour chacun de reproduire le rituel chez lui dans les mêmes conditions et la transparence. Sinon, il y a une prise de pouvoir. Et aujourd'hui, on lutte beaucoup contre les sectes et donc dès qu'on voit quelqu'un qui fait un rituel, on se dit c'est une secte. Non, 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 c'est pas une secte. La dimension sectaire, c'est quand on n'explique pas, quand on manque de transparence et de partage. Là, il y a une dimension sectaire. Euh, voilà, mais on n'a pas besoin d'avoir peur des rituels, on a besoin de les comprendre. Il y a des rituels qui sont très, très puissants. Et c'est ça qui est particulier, c'est que la différence entre un rituel de magie blanche et un rituel de magie noire, c'est que Mmh. l'intention. Le rituel, c'est le même. On va utiliser quoi? Qu'est-ce qu'on a à notre portée? On a le feu, on a les 5 éléments, donc le Ouais. feu, l'encens, la myrrhe, enfin tout ce qu'on peut brûler. On a la terre, une pierre, etc. On a l'eau, hein, Mmh. l'eau bénie, l'eau sacrée, etc., l'eau de Lourdes, peu importe. On a le vent, le souffle, et on a l'espace. C'est les 5 éléments. Donc quand on fait un rituel, on associe une intention avec un geste. S'il n'y a pas de geste, ça reste une prière. Voilà, on va faire une prière, c'est une belle prière, mais ça reste une prière, c'est pas un rituel. Si je fais uniquement, je reprends ma bougie, j'allume une bougie, c'est pas un rituel, ça c'est juste parce qu'il fait noir, l'électricité marche plus, donc c'est pas un rituel, c'est juste pour voir. Après, je vais allumer une bougie pour y voir clair. Là, il y a une intention. Après, je vais avoir allumé une bougie pour créer une belle ambiance. Donc là, c'est subjectif. On commence à être dans la poésie ou l'artistique. Et puis, je peux allumer une bougie pour rendre hommage aux esprits. Et puis, je peux aller encore plus loin, je peux allumer une bougie pour rendre hommage aux esprits de mes ancêtres décédés. Dans tous les cas, j'ai allumé une bougie, mais j'ai pas posé la même intention. Et le rituel, c'est l'association d'un geste, d'un mouvement avec une intention. Sinon, c'est pas un rituel. Aujourd'hui, il y a des fois une confusion parce qu'on se dit bon bah je vais aller faire pisser le chien, c'est mon rituel du soir. Je Ah vais oui, me oui. le matin, c'est mon rituel beauté. Non, c'est pas un rituel, c'est Oui, une oui. habitude, Oui, oui. c'est pas un rituel. Un rituel, c'est une association entre une intention et un geste qui passe par allumer une bougie, passer de l'huile, mettre de l'eau, quelque chose. Donc c'est une association des deux qui donne la notion de rituel. En fait, c'est intéressant parce que à la fois, on croit qu'on fait des rituels alors que ça n'en est pas. Par exemple, le nombre de personnes qui disent, «Mon rituel du matin, c'est le café clope», donc on est d'accord que c'est pas un rituel. Du tout. Et de l'autre côté, il y a des rituels qu'on croit qui n'en sont pas, mais qui en sont. Je pense, Oui, par exemple, certaines fêtes, comme Pâques, on parle bien sûr qu'à la base, on égorge un agneau. Enfin, et donc il y a quand même déjà de la notion de sacrifice, et il y a énormément de fêtes religieuses, je parle pas de Noël et compagnie, enfin, on participe sans le savoir à des rituels magiques bien plus puissants que ce qu'on croit, à certaines fêtes même chrétiennes. Parce que les chrétiens faisaient énormément de sacrifices au début de la bien sûr. chrétienté, on est d'accord? Mmh. Et c'est pour ça que si on n'est pas, comment dire, si on n'est pas d'accord sur le sens et l'utilisation du rituel, ça va pas bien se passer. Si jamais vous m'invitez à dîner et puis qu'au moment, avant de passer à table, je fais des incantations puis Mmh. j'égorge un agneau, il y a de grandes chances que vous me foutiez dehors en disant: «Mais il est fou celui-là», parce que Mmh. vous n'êtes pas d'accord pour faire ce rituel. Donc le Mmh. rituel, c'est important de se dire: «Bah voilà, enfin moi je fais pas de sacrifice, je fais pas de sacrifice humain, ni animaux, je suis trop voilà. Mais en revanche, même si je fais un rituel, c'est important qu'il y ait l'adhésion de chacun pour faire Oui, ce rituel. Sinon, c'est une prise de pouvoir. Même le rituel le plus simple, hein. oui. Si je commence une conférence devant Mmh. 300 personnes,
en faisant ça sur le public, hein, Mmh. une prise de pouvoir. Même Ouais. si je dis: «Bah, voilà, je suis en train de vous purifier». Oui, d'accord, mais est-ce qu'ils m'ont demandé de les purifier? Non, c'est une prise Ouais. de pouvoir. Donc Ouais. ça passe des fois, il n'y a pas besoin de c'est pour ça que le rituel et c'est moi je trouve ça tellement intéressant, c'est que le rituel est hyper puissant et on en a peur. On a Oui. peur de ça. J'avais fait un rituel un jour avec des comédiens à l'époque où j'étais dans la frontière avec l'art et j'avais fait un rituel sans expliquer aux gens ce que c'était. Et donc c'était 20 personnes qui étaient habillées en blanc qui se mettait en cercle au centre d'une place et qui faisait rien, hein, faisait simplement les mains sur le cœur. Je voulais voir ce qui se passait si on n'expliquait pas, ben on a été viré par les flics. Parce que les gens ont commencé à. Et puis la consigne, c'était on ne dit rien, on n'explique rien. Donc dans un premier temps, les gens nous disaient qu'est-ce que vous faites? Et on n'expliquait rien. Et donc ça mettait tout le monde en panique. C'était une expérience sociale que j'avais fait pour voir que quand on n'explique pas la finalité d'un rituel, ça crée un malaise incroyable. Et donc les gens ont pris peur, en se disant on ne sait pas ce qu'il fait, là ça peut être une secte, parce qu'on n'a pas expliqué. Si maintenant je dis aux gens, je vais sur une place de village, et puis je dis voilà, on va tous mettre les mains sur le cœur, on va tous se prendre les mains pour faire une chaîne humaine et être solidaire, tout le monde va le faire. Quand il y a eu Mmh. le Covid, et puis que certains ont dit, Mmh. ouais, Le des les sur la fenêtre en hommage aux victimes, ou on soutient, etc., où on fait du casserole pour les infirmières, on était tous d'accord pour faire le rituel. Enfin, plus ou moins, mais en tout cas, ceux qui sont d'accord le font sans problème. Quand il y a eu les attentats à Paris de Charlie Hebdo ou des divers attentats qu'il y a eu au Stade de France, etc., naturellement, on a eu besoin de se relier. Et Oui. qu'est-ce qu'on a trouvé comme rituel? De mettre des bougies ou d'aller sur la place de la République pour mettre des fleurs. C'est un rituel énorme. Il y a eu à un moment donné une envie du rituel, c'est-à-dire que les gens venaient sur la place de la République. Pourquoi la place de la République? Ça aurait pu être la place de la Nation ou de la Bastille. Non, c'était la République et on mettait des fleurs et on priait et on faisait. C'était un rituel collectif qui partait d'un besoin humain collectif, c'est-à-dire qu'on avait tous besoin de se retrouver entre nous, parce qu'on avait tous pris un choc, on avait été blessés dans notre humanité, donc on avait besoin de se retrouver ensemble. On avait besoin d'un rituel simple, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas de prêtres, de choses comme ça, on voulait juste se retrouver entre nous, se prendre dans les bras, allumer une bougie, et donc c'est un rituel universel, mais hyper puissant. Hyper puissant. S'il n'y avait pas eu ça après les attentats, je crois qu'on en aurait perdu notre humanité. Ça n'a pas C'est vrai que j'y étais, hein, je vivais à Paris à l'époque et le soir même, j'ai eu le besoin de me retrouver, eu je parle pas besoin. de celui qui a été organisé, hein, mais de ce qui a été spontané le mercredi soir là directement, C'est je sais plus ça. quel jour c'était. Ouais, ouais, c'était C'était, c'était des rituels spontanés. Donc ouais, c'est ouais, intéressant c'est ça. parce qu'il n'y avait aucun officiant, il n'y avait personne. Et Et de il aurait ouais, pas fallu que quelqu'un dise, voilà, maintenant, mesdames, messieurs, on va faire ça. Il se serait non, fait. non. On avait besoin d'un Et rituel puis spontané. il y en a qui tentaient de faire la Marseillaise et je me souviens, ils s'étaient fait huer. Ah C'est-à-dire oui, que c'était non, non, il y a rien, on fait rien. c'est Tu es juste là, trouver entre nous, ouais, on allume une bougie, on pose des fleurs. Et si ouais, on est d'accord sur le rituel, il devient hyper puissant. Mais si ouais, quelqu'un dit maintenant la rituel, la bougie, passez-la 3 fois au-dessus de votre tête, ouais. là, il y a une prise de pouvoir, le type va se faire prendre par les pieds. Mais parce qu'il y a aussi peut-être comme des mémoires engrammées dans nos cellules de la chasse aux sorcières, de tout ça, Ah oui, qui doivent jouer, hein, peut-être, hein. oui, parce qu'on a justement, on a cette peur du gourou, et pour Ou moi, du sorcier, ouais. sorcier, on a peur voilà, moi j'ai passé du temps en Martinique, j'ai pu voir combien les rituels, enfin combien la peur des rituels de magie noire, le Cambo existe là-bas. Bien sûr, il y Ah a oui, des bien sûr. sorciers qui font de la magie noire, qui font du Cambo, Ouais, etc. Mais il ouais. y a surtout aussi beaucoup une peur et un manque de discernement. Moi j'aime bien pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce que tu fais comme rituel? Quand on fait un rituel, voilà, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai participé à des rituels dans le monde entier, et j'aime bien comprendre. Si je ressens pas, j'ai besoin de comprendre. Tu fais quoi comme rituel? C'est quoi? Je fais ça pour ça. Et ce qui est génial, c'est qu'intuitivement, on sent si c'est juste ou pas. Oui, c'est vrai. J'ai Quand on est découvert organisé. beaucoup de spiritualité que je connaissais pas. Je sais pas, je pense à Bornéo ou ailleurs, où on me proposait de faire des rituels et je sentais, tout mon corps se disait, ouais, c'est bien de faire ça. Et d'autres trucs, je me disais, non, ça, je veux pas être avec eux, je ne sens pas du tout leur rituel. Je me tirais. Parce que, Mmh mh. non, je sentais pas du tout ce rituel. Comment on distingue, en fait, l'effet placebo, c'est-à-dire le fait que ça soit juste une croyance et aussi, comment ça marche réellement? C'est ça qui est très étonnant, c'est que et là aussi, moi, même si j'ai un sens du sacré très aigu, même si je suis très engagé dans tout ça, pour autant, je reste quelqu'un de pragmatique, j'aime bien comprendre par moi-même. Mais voilà.
et on se dit l'effet placebo. Mais l'effet placebo, c'est un rituel au départ. C'est-à-dire, Mmh. hein, l'effet placebo, ça naît pendant la guerre où il y a une infirmière qui, en manque d'antidouleur, donne de l'eau sucrée au médecin sans le prévenir, en disant Mmh. donc c'est une forme de rituel, quelque part. Elle fait un Mmh. rituel de guérison. On se rend Mmh. compte que ça marche. Aujourd'hui, on sait que l'effet placebo, ça marche, personne ne le discute, les hôpitaux le savent, enfin, ça fait partie des tests. C'est-à-dire, on sait que si on croit en quelque chose, ça a plus de chances de fonctionner. Voilà, Ouais. puisque on en revient au fait qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, plus on y croit, plus ça fonctionne. Les rituels de guérison, par exemple, voilà, il y a des rituels de guérison depuis la nuit des temps qui pourraient ne pas trouver d'explication rationnelle, mais pour moi, ils ne trouvent pas d'explication rationnelle dans une logique matérialiste. Mais dans une logique post-matérialiste, en comprenant l'énergie, le fait que l'esprit a du pouvoir sur la matière, on peut expliquer que, bah oui, avec des rituels de guérison, et là, aujourd'hui, enfin, on ne peut plus remettre ça en question. Ça existe sur les 5 continents, les guérisseurs, depuis la nuit des temps. On sait que ça fonctionne. On sait que ça fonctionne même si on n'y croit pas. Quelqu'un qui se brûle, par exemple, on va faire un rituel Oui, de oui, guérison. c'est vrai. C'est un rituel de guérison, ça fonctionne. Même les hôpitaux, aujourd'hui, dans les services de grands brûlés, ils ont toujours un agenda avec les téléphones des rebouteux qui font les barreurs de feu. C'est des rituels. On sait que ça existe. Comment ça existe? De deux façons, par la puissance de celui qui officie le rituel et par la réceptivité de celui qui le reçoit. Et il y a une alchimie qui fait que même si celui qui le reçoit n'y croit pas, il va se passer quelque chose. Typiquement, sur les animaux, ils savent pas, mais ça fonctionne. Et ça a été prouvé scientifiquement, etc. On sait que ça fonctionne. Pour autant, il y a d'autres rituels, plus on y croit, plus ça fonctionne. Donc, on a besoin, il y a une partie des rituels qui fonctionnent sans la foi, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute. Moi, quand je fais des rituels d'abondance, de guérison, etc., je doute. Il y a une partie de moi qui dit, c'est des conneries, quand même, mettre 12 pommes jaunes dans un saladier pour développer sa prospérité, ça peut sembler complètement désuet ou complètement délirant, quoi. On peut se dire, comment la personne elle est opérée d'un cancer du poumon et puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas brûler une bougie, faire de l'encens, faire des choses comme ça et faire des incantations. Ben oui, c'est là que pour moi il y a besoin de prudence parce que dans les deux excès, moi je suis pas pour une que ce soit pour la médecine, je suis pas pour quelque chose de dogmatique, je suis pour une médecine intégrative. C'est-à-dire typiquement quelqu'un qui est très malade, qui doit se faire opérer, bah, je vais surtout pas lui dire attends on va faire un rituel chamanique, ça va mieux marcher. Surtout pas. Hein. Non, la guérison matérielle va être nécessaire, mais si on peut faire en même temps un rituel de guérison spirituelle pour que ça se passe bien, et ça j'en ai fait tellement que j'ai pu voir combien on a de bons résultats, il y a une association du matériel et du spirituel. Pourquoi opposer l'un de l'autre? Quelqu'un qui veut développer sa prospérité, son abondance, ben, moi je vais l'encourager à faire des rituels comment dire, de prospérité et d'abondance. Mais pour autant, s'il reste chez lui Bah, avec c'est des ça. croyances de trucs en se disant allez voilà que ça se fasse, il n'y a rien qui va se marcher. Un rituel pour attirer l'âme sœur, ça existe. Mais Mmh. si jamais moi-même j'ai une faible image de moi-même et je sors pas de chez moi, il y a peu de chances que j'attire l'âme sœur. C'est Euh, exactement, voilà, ouais. voilà, c'est C'était ma c'est question grave, suivante, hein. C'est comment on passe du rituel à l'action? Parce que, c'est en ça. fait, on peut avoir l'accoutumance, au rituel lui-même comme une finalité. En fait, Oui, ce qu'on aime, c'est faire des rituels et pas forcément, que ça change et ben, comment c'est ça. Mais voilà. pour moi, les rituels ont toujours accompagné la dimension matérielle. Je prends un exemple qui fonctionne assez bien, c'est quand on quitte une maison, quand on déménage ou quand on emménage. Et Oui, moi, j'ai vu plein de situations avec des gens qui quittaient une maison, qui la mettaient en vente, et ça fait 6 mois, 1 an que la maison est en vente, il y a des visites, ça se fait jamais. Ça se fait jamais, il y a des propositions, mais les gens n'ont pas leur crédit. Et je connais plein de gens qui attendent ça depuis 6 mois, 1 an, et là je leur dis, OK, est-ce que vous avez fait un rituel pour quitter le lieu? Hein, oui, c'est-à-dire de rendre hommage au gardien du lieu, de faire une offrande au gardien du lieu. On sait qu'il y a une énergie qui circule, on sait qu'on a besoin de ça. Si vous faites ça, il y a des chances, c'est pas systématique, mais il y a des chances que ça fonctionne davantage. Et j'ai tellement vu des gens faire des rituels pour quitter un lieu, le faire, moi ça m'est arrivé aussi, de faire le rituel et 24 heures après, il y a une proposition, paf, au prix qu'on a annoncé, et ça se passe très bien. Donc, oui. ça fonctionne, mais
c'est pas parce que ça fonctionne. Si jamais ça fonctionne, et puis je ne vais pas passer d'annonce immobilière, par exemple, ben, j'aurai pas de résultat. Donc j'ai besoin d'agir sur le plan matériel et sur le plan spirituel, les 2. Il y a des nuances, par exemple, par rapport aux rituels qui sont les décrets et les serments. Ouais. Et on en fait souvent et des fois on peut faire des rituels malgré soi. Comment, vous analysez cela? Oui, j'ai rajouté ça dans les rituels, surtout dans les 2 rituels et décrets de guérison, parce que les décrets, c'est des serments, c'est-à-dire qu'on va prêter, on va oraliser le rituel. Donc on va formuler à voix haute, plus qu'une prière, un décret. C'est une façon de reprogrammer notre énergie. Ce qu'on fait en permanence, mais ce qu'on fait en général de façon inconsciente. Oui, C'est-à-dire, je me renverse mon verre sur le truc: «Ah, qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que je suis maladroit!» Ça, c'est un décret. C'est-à-dire que je viens de décréter que j'étais quelqu'un de maladroit. Et oui, donc, la vie va me confirmer que je suis maladroit et oui, je vais me mettre les pieds dans le tapis parce que moi-même, je l'ai décidé. Hein, il y a oui, beaucoup d'expériences qu'on peut faire comme ça. Moi, je fais ça régulièrement en conférence, de voir que quand on est connecté à une croyance de développement ou au contraire de retrait, le corps physique, il réagit. C'est la base de la kinésiologie, par exemple. C'est-à-dire, si je décrète que je suis quelqu'un de maladroit, obligatoirement, je vais attirer des situations comme ça. Donc, il y a beaucoup de décrets que j'ai élaborés, que j'ai écrits, qui nous permettent de formuler à voix haute de façon à transformer pas seulement notre état mental, ce qui est déjà une belle chose, mais de transformer aussi l'énergie autour de nous. et comment on fait pour réagir face à quelqu'un qui ferait, un décret sans notre consentement? Par exemple, une forme d'injonction. On le voit beaucoup dans la spiritualité, notamment des personnes qui s'auto-proclament, maîtres spirituels et qui passent leur temps à nous faire des injonctions ou des décrets sans notre consentement. Comment réagir face à ça pour ne pas se prendre finalement cette charge ou ce Ouais, poids? ouais. Moi, j'ai une déontologie, par rapport à ça qui est vraiment, très, très, très directe. C'est-à-dire, il y a aucun rituel, aucune parole qui peut être prononcée sur quelqu'un sans son consentement. Ça, c'est Oui, le consentement. oui, On en parle beaucoup en ce moment. Ce n'est pas que le consentement physique d'abus et oui. cetera, c'est aussi le consentement et faire un rituel. Moi, régulièrement, les gens me disent: «Est-ce que vous pouvez faire un rituel, pour ma femme qui ou pour me», je dis: Mmh, «Non, non, non, pour vous si vous voulez, pour quelqu'un d'autre, non, qu'il me le demande, mais moi je fais aucun mmh, décret, aucune pour quelqu'un qui n'est pas présent et qui n'est pas en demande. Et même si la personne est face à moi, c'est important qu'elle fasse la demande. Parce que bon, fais-le si tu veux, moi ça me dérange pas, c'est pas une demande. C'est non, on mmh, a besoin nous de s'engager pour être co-créateur. Donc ça, c'est très facile. Et pas seulement que ce soit un thérapeute ou un coach comment dire, ou un chaman qui ferait une prise d'emprise en disant: «Je vais faire ce rituel pour toi, si j'ai rien demandé, c'est occupe-toi de tes oignons, je m'occupe de moi, occupe-toi des tiens». Mais même sans être là, il y a aussi beaucoup de décrets de guérison, hein. Regardez mmh. quelqu'un: «Tiens, tu une petite mine aujourd'hui, hein, Ouais, c'est ça, ça ouais. va?» Ouais, ouais. «Écoute, ça va». Hein, c'est un Mmh, petit «ça va», hein, ça va mmh. vraiment bien. Ouais, Ouais, c'est je pense. c'est une prise de pouvoir. C'est une prise Ouais, de ouais, pouvoir. Aussi simple que ça. ouais, Et moi, je vois tout ouais, de suite l'autre dans ses 9 mètres en disant: «Je te pas ouais. ça va très bien, je te dis que ça te Il va». est dans sa blessure du sauveur en plus, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et ça, c'est au quotidien. C'est une façon de prendre le pouvoir. Il n'y a pas besoin d'être chaman pour prendre le pouvoir. Au quotidien, chacun aime bien prendre le pouvoir sur l'autre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas le pouvoir sur soi, on veut prendre le pouvoir sur l'autre. Parce qu'on a besoin de pouvoir. On a besoin de se sentir dans le pouvoir. C'est naturel. Si on est coupé de notre pouvoir, notre survie sur la Terre devient difficile. Donc on a besoin de sentir notre pouvoir. Et comme c'est plus facile de prendre le pouvoir sur l'autre que de le prendre sur soi, là, on a tendance à le prendre sur l'autre. Moi, tout le chemin que je fais, c'est d'accompagner chacun à prendre le pouvoir sur lui. Je prends un exemple, on parle beaucoup des manipulateurs, des pervers narcissiques, etc., qui existent, bien sûr. Mais pour quelqu'un qui est dans sa souveraineté, manipulateur, il peut faire ce qu'il veut, hein. Tant que moi, je ne veux pas me laisser manipuler, il ne me manipulera pas. Mais parce que j'ai pris le pouvoir sur moi. Donc, je vais tout de suite identifier et je ne vais même plus attirer des gens comme ça, parce qu'il n'y en a plus, on va les voir, on va les sentir à 20 mètres, ils vont même plus pouvoir approcher. Par contre, si j'ai pas le pouvoir sur moi, parce que je me sens impuissant, je me sens pas capable, je me sens pas digne, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas capable de faire des rituels, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la porte en grand à n'importe quel sauveur ou pseudo guérisseur ou pseudo chaman qui va prendre le pouvoir sur moi, puisque je l'ai pas sur moi. Hein. C'est
En fait, j'hésite à savoir si vous avez répondu à ma question ou pas. Je crois que vous avez répondu, mais je suis pas sûr. En gros, ma Alors? question, pour être plus concret, c'est comment on fait pour décréer, du verbe créer, un décret? Ah! C'est-à-dire, Oui, finalement oui, oui, décréer, non, j'avais pas répondu. On peut toujours décréer et ça, les chamans ont toujours un miroir sur leur mmh, poitrine pour se rappeler que le monde extérieur est un miroir de notre monde intérieur mmh, et c'est la plus grande des protections, hein. C'est ouais, le miroir Tony, c'est la plus grande des protections, c'est-à-dire qu'on renvoie sur l'autre et on peut le faire sans miroir, simplement par la respiration. ouais. J'inspire, je reprends tout ce que tu as projeté sur moi, tout ce que j'ai Ah, projeté sur toi, ouais, j'expire, je te renvoie tout ce que tu as projeté sur moi. Donc ouais, tous les maléfices ou toutes les choses. Moi, j'ai passé du temps en Martinique avec des gens ouais, avec qui on avait fait des prises de pouvoir, mais là, comment dire, officielles, avec ouais, des ouais. sorciers, des marabouts qui faisaient des La choses, magie noire, ouais, ouais, tous les petits noirs. Ben, moi, je les amenais elles-mêmes à retrouver leur pouvoir en renvoyant sur l'autre ce qu'il a pu projeter sur nous, parce que ça ne nous appartient pas. Le miroir est une protection incroyable. Hein, je te redonne les mots que tu m'as dit, et ça, on peut créer un décret comme ça. Voilà. d'accord, Longtemps, voilà la phrase qui me vient, longtemps je me suis fait croire que j'étais coupé de mon pouvoir, et j'ai ainsi laissé à l'autre le pouvoir sur moi. Alors que profondément, je sais que je suis un être souverain, je suis à même de décider, de choisir ce qui est bon pour moi, et je renvoie à chacun les projections qu'il pourrait faire sur moi. Pouf, aussi simple que ça. ah, c'est puissant, ouais. Ah oui, oui, Et ça va, c'est instantané. souvent, dans nos milieux aussi, un petit peu spirituels, il y a des personnes qui vont voir, des cartomanciens, des oracles ou des médiums. Et du coup, ça crée aussi une forme de prise de pouvoir, qu'on a demandé, hein, des fois, mais Ouais. ça peut nous conditionner quand on: «Ah bah, il va t'arriver un accident de voiture» ou «Il va t'arriver machin». Comment on fait pour gérer ça aussi? Là, on va parler de manipulation. Mais moi, j'ai rien contre la manipulation et ça m'arrive très facilement d'aller me faire manipuler volontairement. Quand je vais voir mon Mmh. ostéopathe, je m'allonge sur la table et puis c'est lui qui me tire les bras comme il veut. Je vais pas lui dire arrêtez de me manipuler. Il est l'ostéopathe qui est en place. Je vais voir mon dentiste, je ferme les yeux, j'ouvre la bouche et puis il fait ce qu'il a à faire. Est-ce que je vais C'est lui vrai. dire c'est plutôt par ici? Non, il fait son boulot. Si je vais voir une cartomancienne, un médium, un chaman, Ouais, etc., il va y avoir comme une délégation de pouvoir. c'est vrai. C'est-à-dire Ouais, que je vous délègue mon pouvoir de telle heure à telle heure pour que oui, vous puissiez faire un éclairage. Voilà. ouais, Mais il y a un contrat tacite ou implicite qui est donné en disant je vous donne le pouvoir sur ça. Si jamais moi on me demande régulièrement je fais des tirages de cartes, je fais beaucoup de choses par rapport à ça, mais je suis toujours très très attentif, toujours en disant l'avenir il n'est pas écrit, c'est nous qui l'écrivons. c'est Moi, je ça. ne peux émettre que des hypothèses. Mmh, C'est-à-dire que je vais émettre une hypothèse qui résonne. Mais au bout du compte, si vous sentez autre chose, c'est vous qui avez raison. Voilà. Et je suis toujours, moi, c'est vraiment ce thème du pouvoir, c'est un truc qui me tient à cœur. Donc, je ouais, suis toujours attentif, beaucoup dans l'interprétation. Parce qu'on peut utiliser les tarots, les oracles, les cartes. J'ai sorti trois tarots, je les utilise ouais, beaucoup. Et puis, j'en utilise d'autres, même le tarot de Marseille. C'est des supports. Hein, mais ouais, si c'est un support, je vais l'utiliser comme un support en étant très attentif à ne pas prendre le pouvoir sur l'autre, en laissant à l'autre le libre arbitre aussi d'interpréter, mais voilà, pareil en astrologie, enfin dans toutes les sciences. Je n'ai pas ouais, une grande connaissance de l'astrologie, mais j'ai beaucoup d'amis astrologues. Je vais leur demander de me faire mon thème, par exemple, régulièrement. Je n'ai pas ouais, cette compétence-là. Donc, ouais, et je suis attentif parce que profondément, si je sens qu'il y a une prise de pouvoir dans mon corps, je vais le sentir. ouais, Et là, je vais dire stop, c'est pas ce que je t'ai demandé. Non, non, je t'ai demandé si l'année était favorable. Tu me dis qu'elle n'est pas favorable, j'entends qu'elle n'est pas favorable. Maintenant, ce que je vais en faire, ça me regarde moi. Hein, c'est toujours, on peut m'annoncer la météo, on peut pas me prédire ce qui va m'arriver, mais ni un chaman, ni un médium, ni un astrologue, ni un médecin qui me dirait vous avez 3 mois à vivre, je lui dirais vous n'en savez rien. Vous ouais, pouvez dire que vous avez vu un concert, vous pouvez dire que vous avez vu ça. mmh, Mais ce qui va se passer demain, c'est une prise de pouvoir. Et cette prise de pouvoir, elle a un impact, une vraie puissance, puisque un médecin qui nous dit vous avez 3 mois à vivre ou cette ouais, ouais. maladie est incurable, c'est une prise de pouvoir terrible. Et pour Dieu, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mmh, Instituteur, moi, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un zéro en dictée et l'institutrice a épinglé mon zéro en me disant, et je devais rentrer dans toutes les classes pour dire je m'appelle Arnaud, j'ai zéro parce que je suis un zéro. Ça avait été une prise de pouvoir terrible. mmh, Et
elle avait fait comme une forme de prédiction autosuggestive en me Mmh. disant: «De toute façon, tu seras toujours incapable d'écrire plus de 3 mots sans te tromper». Mmh. C'était une prise de pouvoir, c'était un décret. Il a fallu Mmh. que je reprogramme ça pour dire, Mmh. voilà, longtemps je me suis fait croire que j'étais Mmh. incapable de connaître l'orthographe. Aujourd'hui, je sais écrire correctement, je sais écrire des livres sans faute, etc. Donc, c'est une reprogrammation et il y a ce qu'on appelle des fois les recouvrements d'âme, des choses comme ça, Mmh. pratique où on va aller partout où l'autre a pu prendre le pouvoir, où nous on a perdu, où nous-mêmes on peut perdre le pouvoir parce qu'il y a ce que Mmh. l'autre peut dire, mais des fois on n'a pas besoin de l'autre. Hein. Nous-mêmes Oui. on se fait des trucs au quotidien et je crois même, moi je vois dans les stages notamment que les gens se parlent souvent plus mal à eux-mêmes qu'ils ne permettraient qu'on leur parle. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire ah je suis Ah nul, oui, mais oui, qu'est-ce que c'est vrai. pour toi Oui, il c'est peut vrai. mais Ouais. si je dis à une personne mais qu'est-ce que t'es con, il va me dire bah, je te Ouais. permets pas. Ouais, Donc, c'est ça. on s'autorise, nous, à parler hyper mal avec nous-mêmes, Ouais. sachant que l'inconscient ne fait pas la différence entre nous et l'autre, entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. C'est Ou de ça la parler mal de nos proches, de parler mal de nos proches et de prendre la défense si jamais quelqu'un parle mal de nos proches, par exemple de c'est nos ça. parents, de nos Par frères et exemple, sœurs, ouais. comme Ouais. ça. Et ça, c'est Mmh. vraiment intéressant de se rappeler que l'inconscient fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Et oui, c'est ça. Si je vous dis par exemple, bah voilà, ce soir, à tous les gens qui nous regardent en direct, eh ben, on a un cadeau à vous faire avec Sydney, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir vous livrer une tarte aux fraises. Mais une tarte aux fraises, vous savez, avec des fraises assez sucrées et avec une crème pâtissière dessus assez légère et une pâte assez croustillante. Et quand vous allez la manger, vous allez vous dire, ah, c'est vraiment bon. Ça y est, tout le monde la mange. Hein. Même si ce n'est pas vrai, l'inconscient, il fait pas la différence. Donc en permanence, quand on nous dit attention, quand tu vas sortir, tu vas aller à Paris, mais tu sais qu'à Paris, c'est une ville qui est dangereuse Ouais, parce que il y a des pickpockets et les ouais, pickpockets, c'est moi ça. j'en ai vu, ils vont et ça sera trop tard. C'est une Ouais. prise de pouvoir. Donc c'est Je fais ça, hyper attentif au quotidien, se dire attends, c'est qui le boss quoi. je fais souvent le coup du dessert, à mes amis quand ils viennent manger, mais en fait, il y a rien et du coup, je leur Ça, dis: «Alors j'ai rien. fait un tiramisu, excellent». Non, il y a rien. Hem, alors on s'approche un petit peu de la fin, mais je voulais quand même, voir un petit peu les On Gods, Ouais. enfin toutes ces statuettes, qu'on en parle un petit peu. Alors moi j'ai pas mal voyagé un petit peu, comme vous et c'est vrai que dans certaines traditions, on voit, ces poupées ou ces représentations d'humains, enfin ces rituels qui sont quand même très, très forts. Hem, est-ce que c'est pas quand même dangereux ou est-ce qu'on peut les faire en toute sécurité et comment enfin, il y a voilà. Un rituel, c'est pas neutre, hein. Un rituel, Mmh. mais c'est comme voilà, avec ça, je peux faire des sacrés rituels. Hein. D'accord. D'allumettes. Je Ouais, peux allumer une bougie, mais je peux foutre le feu à la maison. ouais, Donc est-ce qu'il ouais. faut interdire la boîte d'allumettes? Non, non, faut bien montrer, attention, hein, ça peut brûler, si je me mets le doigt dessus, je vais me brûler le doigt. Si Ouais. je mets une coupelle, de métal et que je brûle une feuille et qu'il y a rien autour, il y a aucun risque. Je peux le faire en toute bonne foi. Si j'allume, de la sauge et que je le mets dans une coquille d'ormeau suffisamment grande, il y a aucun souci, voilà. Mais si j'allume quelque chose, je peux foutre le feu à la baraque. Mmh. Si j'utilise donc c'est la même chose avec l'esprit, les rituels, heu alors, c'est comme tout, il y a des rituels qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins puissants. Il y a des rituels qui sont simples, mais il y a des rituels qui sont forts. Et donc, Mmh. c'est important pour moi de ne pas aller au-delà je vois beaucoup de gens en ce moment qui font de l'accompagnement de défunts, qui ont des fois une belle intention, mais qui n'ont pas, par exemple, le discernement ou la connaissance des mondes subtils et qui peuvent s'aventurer sur des terrains un peu glissants. Donc c'est juste important de savoir ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise et là où on peut aller. Voilà, moi j'aime bien me promener en montagne, je pourrais emmener des copains en montagne, mais on resterait pas loin, c'est-à-dire je les emmènerais pas en haute montagne. J'ai pas le Ouais, niveau. OK. Les emmener en Oui, haute oui. montagne, c'est trop dangereux, il peut y avoir une avalanche, il peut y avoir un truc. Donc si je dois aller en haute montagne, je vais demander un guide qui m'accompagne et puis je vais vérifier si moi j'ai le niveau pour respirer là-haut. Les rituels, c'est pareil. Avant de partir sur un rituel, c'est bien de savoir si nous-mêmes on est prêt à ça, si ce rituel est important, et puis si la personne peut nous accompagner, si la personne qui nous accompagne est à même de nous accompagner. Donc c'est comme tout, quoi. Hein. C'est pas parce que une voiture, c'est pareil. Hein. Une voiture, bah, ça permet d'aller partout dans le monde.
Mais pour autant, quelqu'un qui vient d'avoir son permis de conduire et puis qui achète une Porsche ou qui emprunte une Ferrari pour truc, il a 9 chances sur 10 de dans le trottoir. Mmh. Parce qu'il faut apprendre à conduire avant. Faut bien maîtriser la conduite. Après, il faut bien maîtriser la conduite de la voiture rapide. Et puis après, il faut bien maîtriser la voiture en montagne ou sous la pluie, etc. Donc les rituels, c'est pareil. C'est important Oui. d'avancer doucement. Et moi, c'est pour ça que que ce soit dans le livre ou dans le coffret, j'encourage chacun à toujours avancer par étapes pour qu'il puisse faire ses propres rituels. Mais à partir de un rituel n'aura pas la même, incidence à partir de notre expérience, à partir de notre engagement et de notre foi. Oui et bah, ma dernière question, c'est quelle était votre intention? Donc je remonte le livre, La puissance des rituels. En écrivant ce livre finalement, parce il y a tel que les lecteurs le perçoivent, mais quelle était votre intention? Oui. Parce qu'on est d'accord que c'est pas un sujet neutre, hein, les rituels? Non, 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 c'est pas un sujet neutre et je savais que je m'exposais un peu, mais mon intention, elle est très claire au départ, c'est que nous sommes en essence des êtres souverains. On Oui. vit une période de l'humanité où les gens perdent de plus en plus leur pouvoir. Moi, j'entends tellement: «Bah oui, mais dans la vie, on n'a pas le choix, on fait pas ce qu'on veut. Tu crois que j'ai le choix?» Et pour moi, quelqu'un qui perd son pouvoir, il devient, la proie de n'importe quelle, autre forme de prise de pouvoir. Donc mon intention, c'était très clairement d'accompagner chacun à retrouver son pouvoir, ses pouvoirs, le pouvoir de transformation, le pouvoir d'alchimie, le pouvoir de manifestation, le pouvoir d'attraction, le pouvoir de construction, de destruction, de retrouver notre pouvoir pour redevenir des êtres souverains. Je trouve qu'on vit une période de l'humanité très particulière, très fragile, très sensible, et on a besoin plus que tout de retrouver que les gens retrouvent leur souveraineté. Et l'une des portes de la souveraineté, c'est les rituels. Et je montre aussi votre, je sais pas comment on peut dire, vos, peut-être oracle des voilà, 32 rituels et décrets où C'est on peut ça. tirer des cartes pour, voir, finalement de quel rituel, on a besoin sur le moment, Chaque rituel est expliqué. À chaque fois, je bien donne bien sûr. le Oui, rituel, comment le pratiquer, à quel moment, oui, etc. oui. Et ben, écoutez, merci beaucoup Arnaud Rioux, c'était extrêmement, intense et très instructif et ben, au plaisir en tout cas de vous recevoir de nouveau. Voilà, je coupe l'enregistrement. Merci.